Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié aux troubles spécifiques de l'apprentissage chez l'enfant avec notre partenaire Poppins. Je m'appelle Thierry Gatineau, je suis responsable du programme La santé de votre enfant et je suis accompagné pour ce webinaire d'Élodie Bernard qui va intervenir et présenter tout ce webinaire et Steve Martin, collègue de direction de la prévention aussi, qui s'occupera de la partie questions-réponses et qui interviendra sur la fin. La santé de votre enfant, c'est un de nos 3 grands programmes de prévention dédiés aux parents d'enfants de la naissance à 17 ans. On a 2 autres programmes aussi en inclusion proposés gratuitement aux adhérents d'Harmonie Mutuelle. Le programme Demain s'invente aujourd'hui, qui est dédié aux adhérents de plus de 50 ans, 50 ans et plus, et un programme spécifique lié à la santé féminine. Je vais enchaîner pour vous rappeler un certain nombre de webinaires, puisque c'est une suite de webinaires jusqu'à la fin de l'année. Donc le 3 octobre, c'est trop tard, vous l'avez raté. Le 8 octobre, c'est aujourd'hui, et on a sur le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre un cycle de webinaires qui seront dédiés à différentes thématiques, différentes problématiques liées à l'enfance. On vous laissera vous inscrire, vous avez le lien dans le chat sur le côté. N'hésitez pas à poser vos questions et je vais donner tout de suite la parole à Élodie. Élodie, c'est à vous. Merci Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de parler des troubles spécifiques des apprentissages chez l'enfant, chez l'adolescent, de faire un point déjà sur de quoi on parle, l'enjeu de santé publique qu'il représente, faire ensuite un état des lieux de la prise en charge en France, les enjeux de la prise en charge, les problématiques, qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement améliorer, et puis vous parler un petit peu des avancées de la recherche scientifique, notamment ce que l'on fait chez Poppins, la recherche qui a été faite par d'autres et sur laquelle on s'appuie également. Peut-être juste un mot, j'en reparlerai à la fin, mais peut-être un mot pour que vous compreniez un petit peu qui je suis, qui nous sommes. Je fais partie de l'équipe Poppins qui fait des travaux de recherche sur les troubles du neurodéveloppement, plus spécifiquement sur les troubles spécifiques des apprentissages, ce qu'on appelle les troubles 10, on va en parler. On fait de la recherche sur la manière dont on peut accompagner les enfants, les familles, à domicile en complément des prises en charge. Et je vous expliquerai un petit peu comment on fait ça. On va démarrer du coup, je prends la main sur la présentation, voilà. On va démarrer sur la partie enjeux de santé publique. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de troubles spécifiques des apprentissages, quand on parle de troubles 10 d'une manière générale? Il peut y avoir plusieurs termes employés. De quoi parle-t-on? Ce qu'on appelle les troubles 10 d'une manière générale font partie des troubles du neurodéveloppement. Ça veut dire que ce sont des troubles qui sont présents dès la naissance, qui vont se manifester lors des premiers apprentissages. C'est quelque chose qui, en général, en tout cas dans un grand nombre de cas, est d'origine génétique. On trouve très souvent dans une même famille plusieurs personnes qui ont des troubles 10 ou différents troubles du neurodéveloppement. C'est quelque chose qui est inné, qui est déjà dans le cerveau au moment de la naissance et qui va se développer en même temps que le développement de l'enfant. Si on focus un petit peu plus sur ce qu'on appelle les troubles 10, vous avez un petit schéma qui va représenter les principaux troubles 10. Alors, on a sur la partie de gauche la dyslexie, qui est le trouble spécifique de la lecture avec déficit. Le trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture, si on le dit en entier, il faut dire tout ça. La dyscalculie, qui va être le trouble du sens du nombre et du calcul, et la dysorthographie, le trouble de l'écriture, qui est très souvent associé à la dyslexie. Ces 3 troubles-là sont les troubles spécifiques des apprentissages. On les détecte en général au début de l'école primaire, quand on commence à apprendre à lire, quand on commence à apprendre à compter. Avant cela, évidemment, c'est difficile de savoir qu'il y a un trouble. Sur la partie droite, je commence par le bas, la dyspraxie, qui va être un trouble de visio-spatial de la coordination des gestes, et la dysphasie, qui est un trouble du langage oral. Ce sont des troubles qui peuvent être détectés plus jeunes, puisqu'évidemment, à partir du moment où l'enfant commence à développer le langage et sa motricité, on peut voir s'il y a des retards, s'il y a des écarts par rapport aux autres enfants.
Et enfin, en haut à droite, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Celui-ci ne commence pas par 10, mais il est très fréquemment associé, on l'intègre assez souvent dans les troubles 10, puisque c'est le premier trouble associé à la dyslexie, c'est-à-dire qu'environ un dyslexique sur 4 va également avoir un TDAH. Il faut savoir que ces troubles, les troubles 10, concernent plus d'1 million d'enfants en France. On considère qu'il y a environ 8% d'enfants d'une classe d'âge qui sont concernés. Ça veut dire 1 ou 2 enfants par classe. C'est extrêmement fréquent, mais on le sous-estime souvent parce que c'est un trouble invisible. C'est l'affection de longue durée la plus fréquente chez les enfants, et c'est un trouble comme c'est inné. La présidente de la Fédération française des 10, Nathalie Gros, dit « on est 10, on meurt 10 », c'est quelque chose qu'on aura tout au long de sa vie. Après, on peut apprendre à vivre avec, il y a plein de choses qu'on peut faire pour pouvoir accompagner ses enfants dans leur développement et les futurs adultes. Donc voilà pour un petit peu la définition des termes. Je vous disais que ces troubles sont très souvent associés entre eux. On estime que en moyenne, un enfant 10 va avoir entre 2 et 3 troubles. C'est assez rare d'en avoir qu'un seul. C'est vrai que ça marche un petit peu par grappe. Donc comme je vous le disais, un enfant dyslexique a 40% de chance d'avoir également un trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et vous avez là un schéma qui vous représente les principales comorbidités entre ces différents troubles. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, il y a en général une cause commune, des remédiations qui peuvent être pour partie commune, pour partie différente. En tout cas, on peut faire des focus en fonction des difficultés de l'enfant, mais ça reste quand même une famille de troubles qu'on va essayer de traiter de manière globale. Si on fait un focus sur le trouble spécifique des apprentissages avec déficit en lecture, donc autrement dit la dyslexie, de quoi parle-t-on exactement? La dyslexie va se manifester par 3 types de problématiques. Des difficultés d'identification des mots, donc vraiment des difficultés à lire des mots correctement. Un manque de fluidité et une lenteur dans la lecture, donc non seulement on a du mal à lire correctement, mais en plus c'est très très lent. Et quand on arrive à la fin de la phrase, l'enfant a en général épuisé toutes ses ressources cognitives et bien souvent il ne comprend pas ce qu'il a lu. Parce que ça lui est très très difficile d'arriver au bout et de mettre son attention à la fois sur ses capacités de lecture et à la fois sur sa compréhension. Tout ça, ça va générer une fatigabilité très importante à chaque fois que l'enfant est dans une situation de lecture, des difficultés dans la copie, puisque lire un texte sur une feuille ou au tableau et la recopier, ça va demander énormément d'énergie à l'enfant pour pouvoir décoder déjà ce qu'il lit et ensuite reproduire. Des difficultés en orthographe, donc là ça va être à la fois pour la dyslexie et pour la dysorthographie, je vous disais que très souvent c'est associé. Et puis forcément, assez souvent, un désintérêt pour la lecture, puisque comme l'enfant est en difficulté quand il est en situation de lecture, il va essayer d'éviter ces situations-là. Et puis on va voir un contraste entre une aisance à l'oral, des difficultés à l'écrit, parce que un enfant qui est dyslexique n'est pas forcément dysphasique, donc il peut très bien s'exprimer à l'oral, mais avoir énormément de difficultés à l'écrit, donc ce contraste peut aussi être un signal vraiment d'appel. Vraiment les constantes, et ce qu'on va tout de suite repérer, ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est d'une part la fatigabilité de l'enfant quand il est dans des situations de lecture ou d'écriture, et puis un retentissement sur le bien-être général de l'enfant. Ce que l'on dit, c'est que pour diagnostiquer un trouble spécifique des apprentissages, il y a un certain nombre de critères, il y a un certain nombre de bilans. On va regarder tout ce qu'on a mis juste avant, c'est-à-dire l'identification des mots, la fluidité, la compréhension, etc. Mais on va regarder son retentissement sur sa vie. Si c'est pas un problème, on va pas forcément parler de trouble. Si l'enfant est extrêmement fatigué et qu'on voit qu'il y a vraiment un retentissement sur son bien-être, sur son estime de soi, sur sa scolarité, sur sa vie sociale, là vraiment il va falloir se pencher sur le sujet et consulter. Alors, on a trois grandes hypothèses causales sur les troubles spécifiques des apprentissages. La principale, c'est une hypothèse phonologique. L'hypothèse phonologique part du principe qu'on a des difficultés dans la création et dans l'accès aux représentations phonologiques, c'est-à-dire la représentation sonore des mots. Cette représentation sonore, pour l'enfant qui a un trouble spécifique des apprentissages, elle serait pas claire. Et le problème, c'est que écrire, c'est passer d'une représentation sonore à une représentation visuelle. Et si la représentation sonore n'est pas correcte à la base, la représentation visuelle ne peut pas l'être non plus.
Ça, c'est l'hypothèse la plus robuste dans la littérature scientifique aujourd'hui. C'est celle qui semble le mieux expliquer les difficultés que rencontrent les enfants avec troubles spécifiques d'apprentissage. Il y a 2 autres hypothèses qui sont en train d'émerger, qui pourraient aussi expliquer les difficultés de ces enfants. L'hypothèse visio-attentionnelle, ça c'est une hypothèse qui postule plutôt qu'il y ait des difficultés d'attention chez les enfants dyslexiques. Ça expliquerait par exemple qu'ils ne soient pas capables de fixer correctement leur attention au niveau du mot, d'avoir une fenêtre visuelle suffisante pour pouvoir encoder la totalité des lettres d'un mot et donc de pouvoir lire ce mot. C'est actuellement l'hypothèse la plus discutée. On pense qu'elle concernerait peut-être une sous-partie d'enfants dyslexiques, mais probablement pas tous. Et enfin, la troisième hypothèse, c'est une hypothèse intermodalitaire. Celle-ci, elle va plutôt postuler qu'on a des difficultés, quand on a un trouble spécifique d'apprentissage, à faire le lien entre la représentation sonore et la représentation visuelle. La différence avec l'hypothèse phonologique, c'est que dans l'hypothèse phonologique, on n'a pas cette représentation sonore, ou en tout cas elle est erronée. Dans l'hypothèse intermodalitaire, on a une difficulté à lier la représentation sonore à la représentation visuelle. Donc c'est plutôt une difficulté d'intégration intermodalitaire entre le son et la lettre. Alors voilà pour la partie un petit peu générique et théorique. La prise en charge des troubles spécifiques d'apprentissage en France, comment ça se passe? La première étape déjà, ça va être de repérer qu'il y a un problème. Très souvent, ça vient de la famille, ça vient également des enseignants, soit d'école maternelle, soit d'école primaire, et puis de plainte de l'enfant. On va observer, comme on l'a vu tout à l'heure, des difficultés dans son quotidien, un mal-être, etc. Les professionnels de santé, les médecins scolaires, les médecins généralistes peuvent également faire partie des acteurs du repérage et du dépistage, mais ça va plutôt être les personnes qu'on va aller consulter lorsque la famille, les enseignants auront détecté qu'il y a peut-être quelque chose à aller observer, à aller creuser un petit peu. Ensuite, on va passer à la phase diagnostique. La plupart du temps, ce sont les orthophonistes qui sont en première ligne pour ce type de trouble. Alors, c'est pas forcément valable pour tout. Si on suspecte, par exemple, un TDAH sans trouble associé, l'orthophoniste ne sera pas la personne la plus indiquée pour en faire ni le diagnostic ni la prise en charge. Si on parle de dyslexie avec ou sans trouble associé, ce qui est le trouble le plus fréquent, très souvent l'orthophoniste est celui qu'on va aller voir en première intention. Pour plusieurs raisons, déjà parce que il intervient dans un grand nombre de ces troubles, et aussi parce que c'est le professionnel de santé que l'on connaît le plus, et c'est le seul qui est pris en charge par l'assurance maladie. Donc instinctivement, les enseignants vont orienter les familles vers l'orthophoniste. On va aussi naturellement aller voir son médecin de famille, aller voir son pédiatre, qui peut orienter aussi vers les bons professionnels de santé. On va avoir le neuropsychologue, un pédopsychiatre, il peut y en avoir aussi énormément pour pouvoir, par exemple, écarter des problèmes de vue. Peut-être que l'enfant n'a pas une dyslexie, mais qu'il a des problèmes de vue et que s'il portait des lunettes, il irait mieux. Donc on va essayer d'écarter d'autres diagnostics en allant voir un ophtalmo, en allant contrôler l'audition, etc., pour pouvoir vraiment écarter ce qui n'est pas la source du problème et vraiment se concentrer sur le problème. Ensuite vient la prise en charge. Très souvent, la prise en charge doit être pluridisciplinaire. Encore une fois, l'orthophoniste est très souvent en première ligne pour un grand nombre de ces troubles, mais assez souvent, on a besoin d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Par exemple, pour les enfants qui ont un trouble qu'on appelle la dyspraxie, on va avoir besoin d'ergothérapeutes, de psychomotriciennes, etc. Ça va pas forcément se jouer, pas complètement chez l'orthophoniste. Donc une prise en charge pluridisciplinaire qu'il faut coordonner, ça pose parfois des soucis, on va en reparler tout à l'heure. Et on a aussi besoin d'aménagement très souvent pour la scolarité. Ce sont des enfants qui peuvent avoir des difficultés à produire la même chose que les autres enfants, à intelligence équivalente, ils n'ont pas forcément les mêmes capacités justement liées à leurs difficultés de lecture ou autres, donc il va être important de pouvoir leur fournir des aménagements qui vont leur permettre de se développer, de poursuivre leur scolarité au même rythme que les autres. Ça peut passer par une assistante, qu'on appelle ça une AESH, qui va accompagner l'enfant vraiment au quotidien dans la classe. Ça peut passer par des tiers-temps, ça peut passer par des outils d'aide, des outils techniques vraiment que l'enfant peut utiliser dans la classe. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place au sein de l'école pour pouvoir accompagner l'enfant dans sa scolarité en parallèle de sa prise en charge.
Le parcours de soins de l'enfant, bien souvent, on va passer par un bilan orthophonique. Le bilan orthophonique, c'est assez classique, c'est assez charté. Néanmoins, c'est indispensable pour pouvoir arriver à un diagnostic. On peut avoir des suspicions. Pour pouvoir, par exemple, faire un diagnostic de dyslexie, il faut non seulement passer par un certain nombre de tests, il faut aussi en général attendre un certain moment. On va très rarement pouvoir poser un diagnostic de dyslexie dès le début du CP. On peut se dire qu'il y a un petit retard. Parfois même, en grande section de maternelle, l'enseignant peut alerter les parents sur le fait que sur la découverte de la phonologie qui est faite à cette classe-là, l'enfant semble ne pas avancer au même rythme que les autres. Toutefois, ça ne veut pas forcément dire qu'il est dyslexique. Chaque enfant a aussi son rythme de développement. Maintenant, si c'est un cadet et que des grands frères, grandes sœurs ont déjà des troubles 10, ça peut être aussi une raison de s'intéresser à une prise en charge et un repérage un petit peu plus précoce chez cet enfant. En revanche, pour vraiment pouvoir poser un diagnostic, on va attendre en général le milieu du CE1, de voir vraiment sur le long terme et après avoir mis en place des aménagements, des accompagnements. Si le décalage persiste, là, l'orthophoniste va en général pouvoir poser le diagnostic de dyslexie. Ce qu'on va regarder aussi, ce sont les comorbidités, comme on disait tout à l'heure. Un enfant 10 a en général 2 ou 3 troubles 10. Il peut avoir aussi des répercussions sur sa vie. Une grande partie des enfants 10 sont moqués à l'école, voire harcelés, que ce soit par des enfants ou par des adultes. Évidemment, les adultes ne sont pas là pour harceler les enfants, mais en général, ça se fait par méconnaissance. Quand on voit un enfant qui est normalement intelligent, qui n'arrive pas à faire ce que d'autres enfants font avec énormément de facilité, on peut avoir tendance à se dire que le problème vient d'ailleurs, que cet enfant est turbulent, qu'il n'a pas envie de travailler, etc. Et c'est pas forcément mal intentionné, mais par méconnaissance des troubles, on peut mettre cet enfant dans des situations de difficulté encore plus grandes. Les enfants entre eux, encore plus forts, peuvent être évidemment très difficiles les uns avec les autres et être moqués parce qu'un enfant a des difficultés à lire, a des difficultés à écrire ou à coordonner ses gestes, que ce soit en classe, que ce soit pendant les cours de sport. Voilà, en fonction de tous ces types de troubles, les différences sont en général source de moquerie, de harcèlement, et les enfants 10 ne font pas exception à la règle et sont très souvent victimes de tout cela. Et enfin, ce qu'il ne faut pas négliger, ce sont les conséquences psychologiques. Une grande partie des enfants qui ont des troubles 10 souffrent de problèmes collatéraux, comme un problème d'estime d'eux-mêmes, des troubles anxieux, des phobies scolaires. Parfois, il peut y avoir des troubles du comportement alimentaire. Tout ça, ce sont des choses qui viennent trouver leur source assez fréquemment dans l'absence ou la mauvaise prise en charge de ces troubles 10, la mauvaise compréhension de son problème et sa stigmatisation. Ça, c'est quelque chose qui est assez souvent sous-estimé également, mais que l'enfant va vraiment garder pendant sa scolarité et voire même à l'âge adulte. D'où l'importance de prendre en charge non seulement les troubles, mais également de prendre en charge d'un point de vue psychologique l'enfant, pour qu'il soit écouté, qu'il soit compris, pour l'accompagner dans son développement. Voilà. La prise en soin de l'enfant, ça va être vraiment un partenariat. On a parlé de l'école, les enseignants, les AESH sont les personnes qui vont être vraiment avec l'enfant au quotidien et qui peuvent déjà aider pour les repérages et aussi aider vraiment dans les aménagements et dans son développement. On va avoir les thérapeutes, les aidants que sont les parents ou l'ensemble de la famille, et puis également le secteur social, voilà, pour boucler la boucle de cet accompagnement aussi psychologique. Le parcours de soins actuel des enfants 10. Donc je vous parlais de la détection, du diagnostic et ensuite de la prise en charge. Ça, c'est vraiment la séquence normale. Maintenant, le problème de cette séquence, c'est les délais. En France, on manque cruellement d'orthophonistes et de professionnels de santé d'une manière générale pour prendre en charge ces enfants. Et on se rend compte que l'âge moyen de la détection, en fonction des troubles évidemment, puisque comme je vous le disais, certains troubles peuvent se détecter plus tôt que d'autres, mais l'âge moyen de la détection des troubles, c'est environ 6 ans. Maintenant, pour pouvoir vraiment poser un diagnostic, avoir accès à des orthophonistes, avoir accès à des bilans, avoir accès à de neuropsychologues, on a très fréquemment 12 à 24 mois d'attente en fonction des zones géographiques, en fonction aussi des réseaux des parents, des moyens, etc. Et cela, ça conduit vraiment à une perte de chance de l'enfant. D'une part parce que pendant toute cette période, il n'est pas pris en charge, il est en souffrance. D'autre part parce que ses parents s'épuisent à essayer de trouver une solution, mais ont énormément de mal à trouver des interlocuteurs. Ensuite, on a la phase du diagnostic.
l'âge moyen, les études le situent environ à 7 ans et demi, mais ça peut être extrêmement variable, évidemment, parce qu'il y a des diagnostics qui sont très complexes. Quand on a une multitude de troubles, il faut coordonner plusieurs professionnels de santé pour poser les diagnostics, etc. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Et ensuite, la prise en charge. La plupart du temps, les enfants ont une prise en charge d'environ 30 minutes par semaine, une fois par semaine. Pendant la moyenne de prise en charge, c'est 4 ans, mais évidemment, ça peut être beaucoup plus long en fonction de la complexité, en fonction du cas des enfants. Le problème, c'est que les recommandations de bonne pratique en orthophonie parlent de 5 séances de rééducation par semaine, à raison de 10 à 30 minutes par séance. Donc évidemment, voir son orthophoniste une fois par semaine, c'est indispensable. C'est la rééducation, c'est la seule rééducation qui soit reconnue, dont on reconnaisse les effets pour la rééducation de la dyslexie. Mais malheureusement, on ne peut pas voir son orthophoniste 5 fois par semaine. Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir d'autres moyens de venir prendre en charge de l'enfant. On va en reparler encore un petit peu après, mais voilà. Tout ça pour vous montrer que le parcours de soins classique qui repose sur les rendez-vous avec les professionnels de santé, que ce soit pour la détection, pour le diagnostic, pour la prise en charge, souffre d'énormément de délais, d'un grand manque de professionnels de santé, et la prise en charge pour les enfants va être inférieure à ce que l'on souhaiterait. Évidemment, ça a des conséquences pour un grand nombre de personnes dans la chaîne. Déjà pour les enfants, on en a parlé, décrochage scolaire dans un grand nombre de cas, ça peut être simplement des difficultés scolaires, mais qui pourraient être évitées, des troubles anxieux, du harcèlement, je reviens pas là-dessus. Peut-être un chiffre à garder en tête, en l'absence de prise en charge avant 11 ans, on estime que les chances de décrochage scolaire sont multipliées par 3. C'est assez important, et on se rend compte avec le schéma précédent que l'absence de prise en charge avant 11 ans, elle peut très vite arriver. Si on met un petit peu de temps à détecter qu'il y a un problème, si on met 2 ans à avoir un diagnostic et encore 2 ans à pouvoir commencer à avoir des séances, on arrive très très vite aux 11 ans. Donc ça, c'est vraiment un impact pour l'avenir et la scolarité de l'enfant qui sont pas à négliger. L'impact pour les parents, le parcours de soins. Le parcours de soins est très souvent comparé à un parcours du combattant. C'est une expression qui revient extrêmement souvent dans les témoignages des parents, parce qu'il y a un grand nombre de professionnels de santé à aller voir, mais personne pour coordonner. Et puis les délais, les démarches pour pouvoir avoir des aménagements à l'école, pour pouvoir faire des dossiers à la MDPH, donc la maison des personnes handicapées, pour accompagner les enfants pour les devoirs. C'est aussi une charge mentale assez importante pour les parents, le soutien psychologique pour leur enfant qui ne va pas forcément bien, et un reste à charge financier qui est assez important, comme je vous le disais tout à l'heure. Parmi tous les professionnels qui vont accompagner l'enfant dans sa rééducation, seul l'orthophoniste est remboursé par l'assurance maladie. Ça représente un reste à charge assez important chaque année pour les parents. Et enfin, des parents, ce sont aussi bien souvent des personnes qui travaillent, malheureusement de moins en moins, puisque dans environ une famille sur 2 avec des enfants 10, un parent va aménager son temps de travail. Ça veut dire moins travailler, ça veut dire soit se mettre au 4/5e, au 3/5e, soit carrément arrêter de travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour pouvoir vraiment s'occuper de son enfant, l'accompagner au rendez-vous, l'aider pour les devoirs, etc. Ça peut signifier de l'absentéisme pour les personnes qui sont en poste mais qui ont besoin de s'absenter quelques heures régulièrement, toutes les semaines, pour accompagner l'enfant chez l'orthophoniste, etc. Et puis une baisse d'efficacité professionnelle également. Du point de vue de l'employeur, c'est un sujet qui ne peut pas être nié, c'est un sujet qui ne peut pas être masqué, et de plus en plus d'employeurs ont conscience du fait que s'ils ont dans leurs effectifs des parents d'enfants 10, et c'est très probable étant donné la prévalence dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment dans l'intérêt de tout le monde de pouvoir le soutenir. J'en reparlerai tout à l'heure, mais on a une très belle histoire avec Alliance France, qui est notre partenaire et qui propose Poppins à ses collaborateurs, justement dans le cadre de la qualité de vie au travail, dans le cadre du soutien aux aidants, qui comprend que soutenir ses collaborateurs dans le cadre de la prise en charge de leur enfant, c'est améliorer leur qualité de vie au travail. Et voilà, c'est dans l'intérêt à la fois des collaborateurs et de l'employeur. On a des recommandations pour la prise en charge de la dyslexie qui disent que les prises en charge doivent se faire sur 3 versants. Donc on a un versant curatif où on va
travailler les points faibles de la lecture. Donc chez le lecteur dyslexique, on va travailler l'identification des mots. On a un versant qui va être sur les capacités compensatoires. Et là, on va aller travailler à l'inverse les points forts du lecteur, en allant travailler des choses qui fonctionnent bien chez les lecteurs dyslexiques. En les renforçant, on se dit qu'on va l'aider à compenser encore plus ses difficultés. Par exemple, la compréhension de ce qu'on appelle les morphèmes, c'est-à-dire la plus petite unité de sens véhiculée par la langue dans les mots, qui sont très bien compris par les enfants dyslexiques, peuvent être encore plus utilisés pour pallier leurs difficultés d'identification des mots écrits. Donc on va essayer d'aller vraiment énormément travailler ces choses-là. Et puis le troisième versant, ça va être ce qu'on appelle le mode adaptatif, donc ça va être l'utilisation d'outils comme des correcteurs orthographiques, etc., pour pouvoir contourner les difficultés. Et ça, ce sont des outils qu'on peut mettre en place à l'école ou dans le quotidien même d'un adulte dyslexique qui va avoir régulièrement recours à des logiciels ou des outils pour pouvoir l'accompagner dans son quotidien. On en reparlera tout à l'heure, mais voilà, on a vraiment utilisé ces recommandations pour construire Poppins. On va travailler sur le curatif et sur le compensatoire. Et le curatif, on va le diviser en deux parties, avec les processus sous-jacents, qui vont travailler la phonologie et l'attention visuelle, et avec une partie spécifique qui va être sur l'association de la lettre et du son. Et donc le jeu va se placer vraiment au centre de ces trois objectifs. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le consensus scientifique pour la prise en charge des enfants dys recommande une remédiation intensive. Maintenant, de plus en plus, on est convaincu que c'est par une remédiation intensive qu'on va avoir plus d'effets, plus de progrès chez l'enfant et qu'on va pouvoir réduire la durée de prise en charge. Je vous disais que la durée de prise en charge, elle est en moyenne de 4 ans. Ça peut monter très haut, malheureusement. Parfois, on nous parle de 8 ans de prise en charge, donc c'est extrêmement long, ça veut dire pratiquement toute la scolarité de l'enfant. On se rend compte de plus en plus qu'avec une rééducation vraiment intensive, on va pouvoir avoir une réduction de cette durée de prise en charge et de meilleurs résultats pour l'enfant. Pour avoir une rééducation intensive, on va avoir besoin de se reposer bien sûr sur les entraînements qui sont faits en séance de rééducation avec les orthophonistes, mais également on va avoir besoin de relais à domicile. Comme on le disait tout à l'heure, l'orthophoniste, on va le voir en général 1 à 2 fois par semaine, parce que il n'y a pas assez d'orthophonistes en France. On parle d'environ 25 000 orthophonistes, 1,3 million d'enfants dyslexiques. Les orthophonistes ne s'occupent pas que des enfants dyslexiques, donc évidemment, il y a des listes d'attente qui sont assez longues. On parle souvent de 1 an, 2 ans, voire 2 ans et demi de liste d'attente. Donc, on va avoir besoin de repenser la prise en charge, en se disant qu'il faut qu'il y ait un relais à la maison. Et ce travail intensif ne peut être fait que parce que l'enfant va avoir du matériel pour pouvoir s'entraîner à la maison. Le problème, c'est que ce matériel, pour s'entraîner à la maison, ça représente une charge de travail supplémentaire pour l'orthophoniste, comme pour les familles. Soit il va falloir chercher ce qu'on va faire travailler à l'enfant à la maison, donc c'est l'orthophoniste qui va préparer ça, soit l'orthophoniste va donner des indications, des pistes à la famille sur ce que l'enfant doit travailler, mais là c'est la famille qui va se retrouver à devoir tout préparer pour pouvoir faire travailler l'enfant. Donc, dans ce cadre, est apparu l'intérêt des outils permettant un relais à la maison pour faire travailler les enfants en déchargeant les orthophonistes d'une part et les familles de l'autre. On arrive aux avancées de la recherche. Alors, la recherche s'est accordée assez rapidement à se dire qu'il y aurait, parmi les explications de la dyslexie, un défaut de connectivité intracérébrale. Quand on lit, quand on écrit, quand on fait toutes ces choses que les personnes dys ont du mal à faire, on sollicite des aires du cerveau qui sont distantes les unes des autres. Par exemple, on le voit sur le schéma de gauche, l'aire de Broca, l'aire de Wernicke, qui vont avoir besoin de se synchroniser entre elles, de communiquer entre elles. Pour pouvoir faire communiquer ces deux aires du cerveau, entre les deux, il y a ce qu'on appelle le faisceau arqué. Ce faisceau arqué, on se rend compte avec de l'imagerie, avec des études qui sont faites sur base d'IRM, qu'il n'est pas forcément développé de la même manière chez toutes les personnes. Et donc cette connectivité intracérébrale pourrait être une explication des difficultés de communication entre ces aires du cerveau et donc des difficultés que rencontrent les personnes qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage. On se rend compte une deuxième chose, c'est que le rythme intervient dans le traitement séquentiel des sons de la parole. C'est-à-dire que quand on va travailler sur la séquence d'un son
musicale, finalement, on va faire la même chose que quand on travaille sur la séquence d'un son de la parole. Et on se rend compte, les chercheurs se sont rendus compte très tôt que parmi le continuum de capacité rythmique qu'il peut y avoir d'une personne à l'autre, on va quand même avoir une constante, c'est que les personnes qui ont des troubles de la parole, du langage, qui ont des troubles du spectre de l'autisme également, TDAH, tous les troubles 10 dont on a parlé, vont en général être un petit peu plus faibles sur ce continuum de compétences rythmiques que les personnes que l'on appelle typiques. Donc ça veut dire que les personnes 10 vont avoir tendance à avoir des capacités rythmiques inférieures à la moyenne de la population. C'est pour cette raison qu'on a commencé à s'intéresser à la musique, et la musique et le langage partagent en fait l'utilisation de ce faisceau arqué, que l'on voit également là sur ce schéma à gauche, qui va relier donc ces deux aires, et en fait ce faisceau arqué va faire le lien au niveau phonologique entre le son et la lettre, entre ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et le faisceau arqué fonctionnerait moins bien chez les personnes qui ont des troubles spécifiques d'apprentissage. Et donc, on a de plus en plus un consensus scientifique qui va vers une explication de difficultés de connectivité entre ces sphères. Voilà, je crois qu'il y a une slide qui est passée trop vite. Alors, on a beaucoup étudié les musiciens versus les non-musiciens pour essayer de comprendre un petit peu plus. Ok, on observe qu'il y a une différence de compétences rythmiques. Donc maintenant, on va essayer d'aller regarder chez les musiciens, justement, ce qu'on va pouvoir observer. On se rend compte que la musique va mobiliser beaucoup d'aires dans le cerveau, notamment les aires de la mémoire, la motricité. C'est très en lien avec les émotions ressenties. Et bien sûr, c'est aussi très en lien avec le langage. On s'est de plus en plus intéressé au fait que peut-être que travailler sur une onde sonore musicale, c'était peut-être équivalent, au moins en partie, à travailler sur une onde sonore de la parole. C'est de là que sont apparues des études récentes. Il y en a une dont on a beaucoup parlé, c'est celle de Flo Gnacco, qui est sortie à peu près en 2015, et il faisait travailler du rythme et de la musique à des enfants. Il faisait faire de l'art plastique à d'autres enfants. Et les enfants qui ont fait de la musique ont mieux développé leurs compétences phonologiques. Et du coup, ils ont amélioré leurs compétences en lecture. En améliorant les représentations phonologiques qu'on estime être déficitaires chez les enfants qui ont un trouble spécifique d'apprentissage, par ruissellement, ça améliorerait la lecture. Donc, en tout cas, en théorie, c'est ce qui ressort de ces études. Ces études ont également donné lieu à des protocoles d'entraînement par la musique, et notamment, vous avez peut-être entendu parler de Mélodis, qui est un programme développé dans le sud de la France, notamment par le professeur Michel Habib. Et ce qu'on a fait chez Popin, c'est qu'on a essayé d'utiliser ces protocoles de rééducation par la musique et d'aller un cran plus loin, de les mettre dans un jeu vidéo pour justement fournir à l'enfant un outil qu'il va pouvoir utiliser à la maison sans solliciter l'orthophoniste, sans solliciter ses parents, avec un protocole de rééducation directement entre les mains. Alors, on a poursuivi, donc là, j'arrive sur les recherches que nous avons produites chez Popin. On a fait une étude clinique randomisée, contrôlée, en double aveugle, contre placebo. Quand je vous dis tous ces termes-là, ça doit vous faire penser à ce qu'on entend quand on parle d'études pour des médicaments ou pour des vaccins. C'est exactement ça, en fait, ce sont des études qui correspondent vraiment au plus haut standard. Et pourtant, on parle d'un dispositif médical numérique. Donc j'y reviendrai un petit peu après pour vous présenter exactement en quoi ça consiste, mais on parle en fait d'un jeu vidéo dans lequel on va mettre des protocoles de rééducation par la musique pour pouvoir améliorer la lecture des enfants dyslexiques. Et donc ce jeu vidéo, qui est en partie basé sur la musique, pour les raisons exposées juste avant, on l'a fait utiliser à des enfants pendant un certain nombre de semaines, et on a fait utiliser un jeu vidéo placebo à d'autres enfants. Le jeu vidéo placebo contenait exactement la même histoire, les mêmes graphismes, les mêmes personnages, etc. Mais pas de jeux basés sur la musique. Des jeux plutôt basés sur des compétences visio-spatiales, etc. mais qui n'allaient pas du tout solliciter les aires du cerveau communes à la musique et au langage. Donc on voulait vraiment comparer les progrès des enfants qui utilisaient le jeu musical et les progrès des enfants qui utilisaient le jeu placebo. Donc, on a trois centres recruteurs, je vous passe un petit peu les détails, une randomisation qui a été faite en bonne et due forme, et puis à partir de ce moment-là, on a 2 bras qui se sont dégagés. Pendant 8 semaines, le bras thérapeutique avec les enfants qui ont joué
tous les jours à Poppins pendant 6 semaines, pendant 8 semaines, 5 fois par semaine. Et ensuite, pendant 8 semaines, ils se sont arrêtés de jouer. On a testé leurs compétences en lecture avant de commencer l'entraînement, après l'entraînement et après 8 semaines d'arrêt pour voir un petit peu ce qui persistait. Et on a fait la même chose avec les enfants qui ont utilisé le jeu placebo. Ce qu'on observe, c'est que on voit des progrès significatifs, surtout à la lecture en 2 minutes. C'est-à-dire que les enfants doivent lire le plus possible de mots en 2 minutes, et on voit que la progression a été plus impressionnante chez les enfants qui avaient le jeu Poppins versus le jeu placebo. On a aussi des bons progrès en phonologie. On voit que les enfants qui étaient le plus en difficulté ou les enfants les plus jeunes progressaient bien au niveau des représentations phonologiques et donc finalement de la source des problèmes liés à leur dyslexie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc c'est des résultats qui sont très encourageants. Ces résultats sont en cours de publication dans une revue scientifique, donc on espère que ça arrivera bientôt et qu'on pourra vous en reparler. En tous les cas, voilà, ce sont des résultats qui nous donnent déjà une bonne piste. Et pour vous faire un point global sur la chronologie de développement clinique. On avait fait, avant cette étude, des études préliminaires avec plus de 6000 enfants, déjà pour pouvoir essayer de comprendre ce qui dans la musique concrètement pouvait vraiment fonctionner, aider ces enfants, comment est-ce qu'on pouvait mettre ces protocoles musicaux dans un jeu, comment est-ce que les enfants allaient l'utiliser, le comprendre, etc. Et puis on a eu aussi toute une démarche de validation réglementaire, avec ce qu'on appelle le marquage CE, puisque ce jeu vidéo en fait est un dispositif médical. Ensuite, cette étude pivot, que je viens de vous décrire, qui montre le bénéfice sur la lecture en vitesse et en précision. Et on est en train de démarrer une nouvelle étude qui sera une étude d'impact organisationnel. C'est également un essai randomisé contrôlé, cette fois-ci pas à l'aveugle parce que évidemment les enfants sauront dans quel bras ils sont, puisque une partie des enfants vont utiliser Poppins et vont avoir une séance d'orthophonie une fois tous les 15 jours. L'autre partie des enfants aura une séance d'orthophonie toutes les semaines, mais n'utilisera pas Poppins. L'objectif, c'est de regarder un petit peu comment les deux groupes évoluent et comment est-ce qu'on peut potentialiser les effets de l'orthophonie avec Poppins. Pour cette étude, on est encore en cours de recrutement. On travaille avec des orthophonistes qui peuvent, déjà qui acceptent de participer et qui ont des patients qui pourraient être intéressés, être dans la cible. Donc c'est quelque chose qui est en cours. En ce qui concerne Poppins, donc Poppins c'est un programme thérapeutique, c'est un jeu vidéo, c'est un dispositif médical, tous ces termes sont vrais. Quand on s'inscrit à Poppins, alors vous avez les logos Google Play, App Store, c'est une application qui est téléchargeable sur les stores, c'est également une application que pour laquelle vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, je pense qu'il vous sera partagé dans le chat. Vous avez premièrement une application qui est cliniquement validée, dont je vous ai parlé, qui a fait l'objet d'essais cliniques, avec à l'intérieur des jeux rythmiques, des jeux de langage écrit, que l'enfant va utiliser à raison de 20 minutes maximum par jour. L'objectif n'est pas qu'il fasse plus, mais l'objectif, c'est surtout qu'il soit régulier. L'objectif, c'est vraiment qu'il fasse son entraînement 3 à 5 fois par semaine pendant plusieurs semaines pour pouvoir commencer à avoir des effets. Ensuite, il y a une deuxième chose, nous on considère que faire de la science, faire de la technologie, ce sont des choses qui peuvent énormément aider, être utiles dans le quotidien, le parcours de soins des familles, mais on se rend compte que les familles se sentent extrêmement seules, extrêmement solitaires dans ce parcours, et donc on fournit également un suivi parental. Toutes les personnes qui s'inscrivent à Poppins ont la possibilité de parler avec des personnes de l'équipe. On les suit, on leur parle environ toutes les 6 semaines. Alors, c'est à la carte, c'est au choix, c'est absolument pas obligatoire, mais cet accompagnement humain, ce suivi téléphonique, fait vraiment partie de l'accompagnement parce qu'on considère que pour bien aider les enfants, il faut aussi aider les parents, il faut aussi les soutenir, les comprendre, les écouter et les aider dans leur parcours. Et les parents ont également accès à une plateforme de suivi qui leur permet de voir tout ce qui se passe dans le jeu, toute l'activité de leur enfant, quand est-ce qu'il a joué, comment est-ce qu'il progresse, quels sont les sons sur lesquels il a progressé, quels sont ceux sur lesquels éventuellement il bute, etc., pour pouvoir l'aider. Et là, le troisième volet, c'est une communauté de parents. On a créé un club qui s'appelle le Poppins Club en collaboration avec la Fédération française des 10 et avec la MAE. C'est un club qui est ouvert à tous.
tous les parents d'enfants de 10 peuvent s'y inscrire. L'objectif de ce club, il est multiple. Déjà de se sentir moins seul. Comme je vous le disais, les parents nous disent souvent qu'ils se sentent assez isolés. Pouvoir échanger avec d'autres parents. Pouvoir avoir accès aussi à des experts, à des professionnels de santé. Alors pas pour faire de la consultation, mais déjà pour faire de la guidance parentale, pour pouvoir les orienter un petit peu. Parce que souvent, ils manquent de référents, ils manquent d'un professionnel de santé qui va pouvoir vraiment les guider dans tout leur parcours diagnostic, thérapeutique, etc. Et puis, on va aussi leur fournir de l'information médicale fiable. On sait que la première source d'information des parents, environ 80% des parents, quand ils découvrent les troubles de leur enfant, vont s'informer sur Internet. Internet, tous azimuts. Sur Internet, on trouve de tout. On trouve le meilleur comme le pire. Ce qu'on essaie de faire avec cette communauté, c'est de lutter contre la désinformation médicale et de fournir des ressources fiables sur lesquelles les parents peuvent vraiment s'appuyer pour comprendre les troubles de leur enfant et l'accompagner. Donc cette application intègre d'une partie des jeux de langage et de l'autre côté des jeux musicaux. L'objectif vraiment, j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un entraînement régulier qui soit fréquent, de manière à ce qu'il puisse être de courte durée. Comme on parlait d'entraînement intensif, l'idée c'est vraiment d'avoir un entraînement intensif pendant plusieurs mois, mais pas de jouer à Poppins pendant 4 ans, c'est pas du tout notre objectif. Pour nous, je raconte toujours cette anecdote, mais la meilleure raison de désabonnement de Poppins, un jour une maman m'a appelé pour me dire qu'au bout de, je crois qu'elle en était à peu près à 8 mois d'entraînement, sa fille voulait arrêter. C'est qu'en fait maintenant elle avait envie de lire des livres. Elle avait repris goût à la lecture, elle avait un petit peu dépassé ça, elle a envie de passer à l'étape d'après. Et voilà, nous, c'est la meilleure raison pour nous d'arrêter. On considère que l'objectif de Poppins, c'est de venir renforcer vraiment le caractère intensif de l'entraînement à un moment. Ça peut être un soutien sur du moyen ou long terme en fonction de la situation thérapeutique de l'enfant, mais c'est vraiment de donner un coup de booster pour pouvoir aider l'enfant à passer un cap. Et donc, l'enfant, 3 à 5 fois par semaine, va avoir ses 20 minutes d'entraînement. Les 20 minutes d'entraînement vont se diviser en 2 fois 10 minutes. 10 minutes de jeux de langage écrit, 10 minutes de jeux musicaux. Et dans tous les cas, l'application va se bloquer au bout de 20 minutes. Donc, ça ne reposera pas sur les parents de dire « Maintenant, ça suffit, ça fait 20 minutes, tu dois arrêter ». On a aussi une aventure. L'objectif, c'est vraiment de renouveler l'intérêt de l'enfant. Donc, chaque semaine, l'enfant va retrouver ses jeux, mais dans un monde différent. Il va y avoir des récompenses à débloquer. L'objectif est vraiment toujours de placer l'enfant dans une situation de succès. Parce que l'échec, malheureusement, il connaît, il le vit tous les jours à l'école. Et donc, on va proposer à l'enfant dès le début un test de positionnement pour lui proposer des niveaux de jeu qui correspondent à son niveau. Ce test de positionnement, c'est vraiment un calibrage. On va lui reproposer toutes les 6 semaines. Et au fur et à mesure de l'avancée dans les jeux, on va avoir aussi les niveaux qui vont s'adapter aux réussites de l'enfant. L'objectif est toujours de proposer un niveau un petit peu plus difficile pour l'aider à progresser, pour le challenger, pour pas qu'il s'ennuie, mais que ce soit pas trop difficile pour ne pas le décourager. On a vraiment aussi tout cet aspect motivationnel pour que l'enfant ait envie de revenir jouer le lendemain, parce que quelque part, l'amusement, l'engagement de l'enfant, ça va représenter son observance. Voilà, un petit focus sur les jeux de langage écrit. Donc on a 4 items. Je lis, j'écoute, je lis, j'écris, je comprends. Donc j'écoute, ça va être la capacité à identifier des sons dans les mots, par exemple compter les syllabes. Je lis, ça va être sur la capacité à associer la représentation graphique et leur son. J'écris, on va là commencer à travailler les compétences orthographiques. Donc ça commence avec la logique du B à bas, et puis après on va travailler un petit peu plus sur les exceptions, sur les mots irréguliers. Et puis enfin, je comprends, comme je vous le disais tout à l'heure, les enfants dyslexiques, quand ils arrivent à la fin de la phrase, en général, sont tellement épuisés qu'ils ne comprennent pas tout ce qu'ils disent. Donc là, une fois qu'ils auront passé les 3 premiers axes, on va vraiment travailler sur la compréhension, on va le solliciter sur de la sémantique, sur du vocabulaire, est-ce qu'il comprend une voix passive, une voix active, ce genre de choses. On va commencer à aller un petit peu plus dans la complexité. Évidemment, ces items sont choisis en fonction du niveau de lecture de l'enfant et pas forcément en fonction de son âge chronologique. Ce qui nous intéresse, c'est plus de savoir dans quelle classe il est. Et puis, on va suivre aussi les recommandations en associant en permanence des représentations visuelles à une représentation auditive, comme je le disais tout à l'heure, pour vraiment associer les deux et travailler cette association.
Pour ce qui est des jeux musicaux, on va travailler différentes choses. On va travailler par exemple des jeux de répétition. On va mémoriser un rythme et voir si on est capable de le restituer. Alors ça peut passer par taper dans les mains, ça peut passer par donner un coup de poing dans le vide, mais que la caméra de la tablette ou du téléphone va détecter, et donc on va renvoyer un fruit qu'un petit monstre nous envoie. Donc voilà, tout ça c'est toujours dans des environnements très ludiques, mais on va travailler toujours le rythme. On va avoir aussi des jeux de complétion rythmique. Par exemple, l'enfant mémorise une structure rythmique et doit identifier les instants dans lesquels il doit taper le rythme. Un exemple, c'est la petite musique qu'on entend dans Roger Rabbit. Si je vous dis pam palalam pam, je pense que là, devant votre ordinateur, vous êtes en train de faire pam pam. Donc ça, c'est un jeu de complétion, et donc on va vraiment avoir ce type d'exercice. On a aussi des jeux de synchronisation. L'objectif est simplement d'être capable de battre la musique vraiment sur le tempo. Ça peut paraître basique, mais pour les personnes qui ont des difficultés rythmiques, des difficultés aussi de soutien, de maintien d'attention, ça peut vraiment aussi les aider à progresser. On a depuis peu intégré un jeu de lecture rythmique. On va vraiment produire le rythme indiqué sur une partition. Et puis, à l'inverse, de l'écriture, donc c'est le principe de la dictée rythmique, on doit reproduire en partition un rythme qui est écouté. Alors, je vous rassure, on n'a pas besoin de savoir faire du solfège pour y arriver. Évidemment, on accompagne l'enfant pour qu'il puisse y arriver, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai des notes, je suis capable d'en déduire des sons, au même titre que j'ai un texte et je suis capable d'en déduire le son qui en découle. Donc, on fait vraiment ce parallèle entre le langage et la musique. Voilà, on va augmenter la complexité au fur et à mesure, on va solliciter l'enfant aussi sur ses capacités d'inhibition. Parfois, quand on augmente dans les difficultés, certaines notes ne doivent pas être répétées. Sinon, en fait, il va y avoir une bombe qui va exploser, je vais perdre des points. Donc voilà, on a toujours des moyens d'augmenter la difficulté au fur et à mesure que l'enfant progresse dans le programme. On va adapter dynamiquement la difficulté à ses performances. J'en ai terminé pour cette présentation, d'une part un petit peu théorique et puis ensuite un petit peu plus d'application pratique sur ce que l'on a fait de la théorie, ce que l'on a fait de ce qu'on observe du parcours de soins, ce que l'on a fait de ce que les recherches nous apprennent, pour pouvoir proposer un accompagnement aux enfants et aux familles. Et évidemment, je serais ravie de répondre à vos questions. Alors, il y en a pas mal de questions. Il y en a auxquelles on a a priori déjà un peu répondu, mais est-ce que on est 10 de naissance, mais est-ce qu'on peut l'être par accident? Alors, la dyslexie, le trouble spécifique d'apprentissage, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la naissance. Maintenant, on peut avoir des difficultés de lecture ou des difficultés de parole, etc., qui vont être consécutives à un accident. Par exemple, un AVC, on peut avoir besoin de faire de la rééducation de la parole ou de la rééducation par rapport aux gestes, etc., suite à un accident. Mais à ce moment-là, on ne parlera pas de troubles spécifiques des apprentissages. Le terme spécifique, ça montre vraiment que c'est uniquement ce trouble qui est à la fois la cause et la conséquence. Ok. On a eu aussi, alors, il y a un problème d'orthophoniste, on n'a pas suffisamment d'orthophonistes, mais notamment dans le cas d'un TDAH, vers qui on peut se tourner si on n'a pas l'orthophoniste? Alors, notamment pour un TDAH, effectivement, même si vous n'avez pas d'orthophonie, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas sur la liste d'attente, parce que vous allez perdre du temps, parce que c'est effectivement pas l'orthophoniste qui va faire le diagnostic. On va plus se tourner, par exemple, vers un neuropsychologue. Ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'en parler avec le pédiatre pour pouvoir déjà faire l'orientation. Et dans le TDAH, il y a différentes... comme je vous ai un petit peu détaillé les symptômes, enfin en tout cas les manifestations de la dyslexie avec l'exactitude de la lecture, la lenteur, les problèmes de compréhension. Dans le TDAH, c'est la même chose. On va avoir le trouble de l'attention, on va avoir l'impulsivité et l'hyperactivité. Les enfants vont avoir 1, 2, 3 de ces problèmes, et en fonction de la plainte la plus importante, on va aussi regarder vers qui est-ce qu'on a besoin de se tourner en priorité. Assez souvent, la principale plainte, c'est l'hyperactivité. Et très souvent, le TDAH est plus fréquent chez les garçons que chez les filles. En tout cas, il est plus diagnostiqué. On ne sait pas s'il y a un sous-diagnostic, mais on pense que les garçons vont plus souvent avoir la forme avec hyperactivité que les filles.
Du coup, ça va générer des plaintes de la famille, de l'école, etc. Et c'est la raison pour laquelle on va consulter. Là où les filles vont peut-être plus avoir des formes avec difficulté d'attention, qui sont moins problématiques dans sa vie sociale et donc qui peuvent être souvent dépistées un petit peu plus tard. Donc voilà, mais j'aurais envie de vous dire qu'en fonction de la plainte, ça peut différer, mais très souvent, on va faire les dépistages chez les neuropsychologues pour le TDAH. Okay. Et au niveau des prises en charge, pour un TDAH sans trouble associé, qu'est-ce qui est prévu? Ça va être... alors, ça va pas être l'orthophoniste, évidemment, ça va pas forcément être le neuropsychologue. Je pense que vous allez pouvoir avoir, je voudrais pas dire de bêtises, l'ergothérapeute, le psychomotricien. Alors, pour le TDAH, c'est le seul de ces troubles pour lesquels il existe une molécule aussi. C'est-à-dire, il y a un traitement médicamenteux qui existe pour pouvoir aider ces enfants, notamment sur la partie hyperactivité. Ça s'appelle le méthylphénidate. Ça, c'est le nom de la molécule. Puis après, bon, il y a des noms... de différents laboratoires, mais notamment on connaît très bien la Ritaline. C'est la seule molécule, c'est le seul médicament qui peut être indiqué pour ces troubles. Et ça, c'est quelque chose qui va être prescrit par des psychiatres. Donc, en tout cas, en début de prescription, après pour des renouvellements, ça peut se faire en ville. Mais en général, ça va se faire en milieu hospitalier, vraiment pour pouvoir poser démarrer la prise en charge avec le méthylphénidate. Okay. Au niveau pareil, tout ce qui est 10, est-ce qu'il est établi qu'il y a un lien génétique et autre question qui va dans le même sens, c'est est-ce qu'on peut identifier des causes dès la grossesse ou dans le déroulement de la grossesse? Alors oui et oui. On observe qu'il y a souvent plusieurs enfants 10 dans une fratrie. Qu'il y a souvent un parent 10 quand il y a des enfants 10. Donc ça, c'est sûr qu'il y a cette source génétique. On observe aussi, et ça on l'explique un petit peu moins, une surreprésentation des troubles 10 dans les milieux sociaux un petit peu moins favorisés. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus, ça veut peut-être dire que c'est plus visible parce que c'est moins bien pris en charge. Si on parle d'enfants qui ont des parents qui ont plus de difficultés à les accompagner dans leur parcours scolaire, à comprendre le parcours de soins, à les accompagner dans le parcours médical, ce sont des enfants qui vont peut-être avoir des troubles un petit peu plus importants comparés à d'autres enfants dans la même situation, mais avec des parents qui vont avoir les capacité d'être plus présent. Donc voilà, donc il y a vraiment la cause génétique, il y a cette observation de disparité sociale, mais on pense que c'est plus sur le diagnostic et puis sur la prise en charge, vraiment. Après, pour répondre à votre deuxième question sur la grossesse, en général, quand un professionnel de santé va faire des bilans avant de poser un diagnostic, il va y avoir un questionnaire d'anamnèse qui va être très très complet et où on va tout passer au crible, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des difficultés pendant la grossesse, est-ce qu'il y a eu de l'alcool pendant la grossesse, est-ce que l'enfant est né prématuré, à quel score d'APTAR, vous savez, il était à la naissance, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on va regarder parce que on peut trouver effectivement des taux un petit peu plus élevés de ce type de troubles chez les personnes qui ont eu des problématiques, que ce soit pendant la grossesse ou pendant la naissance. Je pourrais pas vous donner des chiffres. En tous les cas, effectivement, il y a cette cause génétique qui est très importante, mais pour tous les troubles du neurodéveloppement, on va regarder ce qui se passe pendant la grossesse et ce qui s'est passé au moment de la naissance, c'est sûr. Okay. Ce qui induit une autre question, pas mal de questions autour de l'âge pour consulter un pédopsychiatre ou pour démarrer de la sensibilisation. On parlait de 6 ans, est-ce qu'on peut le faire beaucoup plus tôt en fait? Alors, il n'y a pas d'âge à partir du moment où on a un doute raisonnable, j'ai envie de dire. Effectivement, un enfant qui a des difficultés de lecture, mais où il y a a priori pas d'environnement qui laisserait penser qu'il pourrait vraiment y avoir un problème, on va lui laisser le temps quand même d'avancer à son rythme, de se développer, et pas forcément tout de suite le mettre dans des parcours médicaux. Si on a 2 enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement et que le petit dernier, en moyenne section, on voit qu'il a un petit peu de mal à mettre des ronds dans les carrés, peut-être effectivement que ça vaut le coup de prendre les devants et de commencer à aller voir
voir des professionnels de santé pour faire des dépistages un petit peu plus précoces. Donc tout ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, il y a aussi vraiment les questionnaires qui vont permettre de mettre en regard vraiment la situation, enfin voilà, les plaintes qui sont observées au quotidien avec tout l'environnement. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire c'est à tel âge qu'on va avoir tel professionnel. Ça va vraiment dépendre de chaque situation, mais il faut se poser des questions de bon sens aussi, et puis surtout poser ces questions aux professionnels qui ont l'habitude d'y répondre. Est-ce qu'il y a un lien entre les 10 et l'épilepsie? C'est une bonne question. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Je vais vous dire que je ne pense pas. Mais que je vais vérifier et que je vous donnerai la réponse. D'accord. Alors là, on a parlé plutôt de l'environnement. On a pas mal de questions sur Poppins en général, notamment sur l'âge. On a des parents qui ont des enfants de 11 ans, 16 ans. Est-ce que c'est encore adapté? Est-ce que c'est uniquement pour les dyslexiques ou c'est l'ensemble, Poppins répond à l'ensemble des 10? Donc il y a beaucoup de questions sur le jeu et puis une question budget aussi. Quel est le coût de l'abonnement Ok, alors effectivement, je vais pas forcément préciser ça, parce que je vous ai parlé de l'ensemble des troubles 10. Poppins, aujourd'hui, s'adresse uniquement aux enfants dyslexiques et dysorthographiques, puisque ce sont sur ces compétences-là qu'on a fait nos études, et c'est sur ces compétences-là qu'on va vraiment travailler avec les jeux de langage. On aimerait bien, dans un second temps, adresser aussi la dyscalculie, puisque vous savez, c'est le 3e trouble qu'on va compter dans troubles spécifiques d'apprentissage. Et à terme, on aimerait bien aussi pouvoir aller adresser d'autres troubles. On a notamment des études exploratoires qui sont en train de démarrer, notamment sur le TDAH ou sur la dysphasie. Donc voilà, donc aujourd'hui on est vraiment sur les troubles spécifiques d'apprentissage avec déficit en lecture ou déficit de l'expression écrite, donc dyslexie, dysorthographie. En termes d'âge, aujourd'hui le jeu a vraiment été développé pour les enfants de 7 à 11 ans, donc on parle vraiment de l'école primaire, parce que comme je vous le disais, c'est vraiment là que c'est clé d'essayer de prendre en charge très très tôt ces enfants. On peut, d'un point de vue réglementaire, on peut aller jusqu'à 14 ans. Maintenant, comme je vous le disais, l'environnement a été développé pour des petits, donc il est possible que des enfants un petit peu plus grands y trouvent moins d'intérêt, mais voilà, c'est pas du tout impossible et ils peuvent tout à fait y aller. Donc voilà pour la question sur les troubles et sur l'âge, et ensuite sur le coût, c'est ça? Oui. Alors, on a donc sur notre site internet, vous pouvez voir les différents moyens d'accès à Poppins. Soit vous avez des accès en direct, où les familles peuvent s'inscrire, choisir une durée d'accompagnement, 3 mois, 6 mois, 12 mois, en fonction de la durée choisie, il y a des petites différences, mais au global, on parle d'environ 30 € par mois. Ensuite, on a un deuxième volet qui sont des partenariats. On a des partenariats avec des complémentaires santé ou avec des employeurs, je vous parlais tout à l'heure d'Alliance, qui prennent en charge en fait le coût des licences pour le mettre à disposition de leurs adhérents pour des complémentaires santé ou leurs collaborateurs. Donc la liste de nos partenaires est également sur notre site. Et le dernier point, c'est comme on se bat vraiment pour l'accessibilité, on est en train de déposer un dossier en vue d'une prise en charge par l'assurance maladie pour 2025, on l'espère. On essaye vraiment de faire en sorte que le fruit de nos recherches soit vraiment accessible à tous et qu'on ne laisse personne sur le bord de la route pour des questions financières. Les familles les plus modestes qui sont à la complémentaire santé solidaire peuvent demander à Poppins un accès gratuit. Donc voilà pour les différentes modalités d'accès. Parfait. Bon, il est 13h30. Alors, j'ai remis le lien du site. On va s'arrêter là, puisqu'on a passé 1 heure ensemble. Je vais laisser Thierry conclure. On a passé une petite heure ensemble. Est-ce qu'il y a un intérêt, quand on est adhérent d'Harmonie Mutuelle, déjà participer à ces webinaires-là pour avoir cette information d'accès à Poppins? Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on s'associe à Poppins sur ce sujet-là, parce qu'on est justement en train de travailler sur la proposition de Poppins pour les adhérents avec des tarifs comme peuvent le faire d'autres. Voilà. Je vous partage avant de terminer, alors vous l'écouterez après,
Calogero a sorti la semaine dernière un nouvel album. Il a une chanson qui s'appelle, alors on peut lire X, ça se prononce 10. Alors ça se prononce 10, D-I-X ou D-Y-S. Vous choisirez comment est-ce que vous le prononcerez et vous l'écrirez. Calogero est un musicien très connu qui a eu d'énormes difficultés d'apprentissage quand il était jeune. Il a pensé très longtemps qu'il était nul. Il est devenu qui il est devenu. Donc cette chanson, sortie la semaine dernière, fait un petit rappel sur toutes les capacités qu'on peut développer quand on est 10. Je vais vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cet événement. Remercier Elodie pour sa présentation de très haute qualité. Remercier Steve pour toute la partie questions-réponses parce que c'était compliqué parce qu'il y avait trop de questions, beaucoup trop de questions et on n'a pas pu répondre à toutes. Malheureusement, vous avez le lien sur Poppins. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le compléter. Et puis le replay va être automatiquement disponible lorsqu'on va terminer l'événement. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cet événement et de l'avoir écouté solennellement. On vous dit à très bientôt. Merci à vous. Merci.